Bonsoir à tout le monde, c'est bienvenue dans le débat de ce jour. C'est un réel plaisir d'être parmi vous et c'est un réel plaisir de vous avoir pour ce grand débat. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Red Voice Arena où les idées se confrontent, je l'ai dit, dans le respect et la bienveillance. Le thème qui sera discuté aujourd'hui s'intitule L'accès à Internet devrait être un droit fondamental. Face à ce thème, nous avons deux visions qui s'opposeront, une par l'affirmative et l'autre par la négative. Honneur aux dames. Comme panéliste, nous aurons aujourd'hui Madame Agathe qui défendra RAID pour le Congo avec un point de vue par l'affirmative. Et nous aurons également Monsieur Oscar qui défendra RAID pour la Côte d'Ivoire avec un point de vue par la négative. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit commentaire introductif par rapport au sujet qui sera débattu en ce jour. L'accès à Internet devrait-il être un droit fondamental? À l'ère du numérique, nous sommes d'accord que Internet n'est plus simplement un outil, c'est un levier d'éducation, un accélérateur économique, un espace d'expression et pour certaines, une véritable condition d'inclusion sociale. Mais peut-on autant considérer comme un droit fondamental au même titre que l'éducation, la santé ou la liberté d'expression, où nous devons rester prudents face aux enjeux de la régulation, de la souveraineté et des inégalités d'accès? C'est toute la richesse de ce débat ce soir que deux visions vont opposer, s'argumenter et tenter de nous convaincre. À vous, chers auditeurs, restez attentifs, restez réceptifs, restez critiques et ouverts dans la bienveillance et le respect. Chers panélistes, à vos marques et vos idées. Nous allons commencer par la partie affirmative, notamment la Côte d'Ivoire, et nous allons laisser le soin aux panélistes qui représenteraient pour la Côte d'Ivoire d'abord de se présenter avant de procéder à la première question. Donc, Monsieur Oscar, vous avez la parole. Merci de vous présenter avant que je vous pose la première question. D'accord. Merci, madame, pour cette belle présentation. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers membres de la plateforme RED. Je suis monsieur Iribi Iri Oscar, représentant la Côte d'Ivoire, à ce débat qui a pour thème l'accès à Internet. Devrait-il être un droit fondamental? Ok, Monsieur Oscar, merci pour cette belle présentation. Nous allons aller avec la première question. D'accord. Pourquoi considérez-vous que l'accès à Internet est aujourd'hui indispensable au point de devenir un droit fondamental? Merci. Merci, madame Anissa, pour cette belle question. Je pense que, avant tout propos, permettez-moi déjà d'apporter quelques éclaircissements sur ces thèmes pour une bonne compréhension. Alors, l'accès à Internet devrait être un droit fondamental, signifie pour nous, pour moi personnellement, que cet accès serait reconnu comme indispensable à l'exercice des droits humains essentiels. Et donc, que les États auraient l'obligation de garantir à tous de manière équitable. En ce qui concerne le droit fondamental, c'est un droit est considéré comme fondamental lorsqu'il est essentiel à la dignité humaine, notamment la liberté d'expression, le droit à l'éducation. Alors, pour la Côte d'Ivoire, l'accès à l'Internet doit être un droit fondamental. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais je vais citer quelques raisons. La première raison, c'est que l'Internet est devenu aujourd'hui un levier incontournable d'accès à l'information et à la connaissance. Aujourd'hui, s'informer, comprendre le monde même qui nous entoure, passe largement par le numérique. Refuser cela à une personne revient d'une certaine manière à le limiter ou à limiter même son droit à l'éducation, à l'information, qui sont pourtant connus de façon universelle. Deuxième raison, c'est que l'Internet est un puissant outil de développement économique et social. Il favorise l'innovation, il soutient l'entrepreneuriat, facilite même l'accès aux services publics et renforce l'inclusion financière. Voyez. Et aujourd'hui, le développement des nouvelles monnaies, tout ça, est répandu en Afrique.
dans un contexte où nos économies cherchent à se moderniser, exclure une partie de la population, pour moi, relève d'une inégalité. La troisième raison que je devrais citer ici à ce niveau, c'est que l'Internet renforce les des libertés fondamentales. La liberté d'expression, la participation citoyenne et même l'accès à la justice aujourd'hui sont un peu considérés comme des droits qui ont été favorisés par l'accès à l'Internet. Alors, pour terminer, donc, sur cette question, je pourrais dire que la Côte d'Ivoire soutient effectivement que l'accès à Internet est un droit fondamental, en ce sens qu'il permet à l'être humain d'accéder à certains droits très fondamentaux et qui ne pourraient pas être accessibles à tout le monde. Merci. Ok, d'accord. Merci pour votre intervention, Monsieur Oscar. Merci pour cette belle présentation. Nous allons aller du côté de la RDC à travers Madame Agathe qui soutiendra le thème par la négative. Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, allô? Oui, allô? Avant d'entrer dans le vif du sujet, merci de vous présenter et veuillez relever que vous avez 3 minutes. Allô? Oui, allô? Oui, je ne vous entends pas bien. Vous me suivez maintenant? Nous vous écoutons. Ok, super. Je reviens vers vous, Madame Agathe. Je vous dis que avant d'entrer dans le vif du sujet, vous allez vous présenter et avant que je vous pose la première question. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Alors, moi, c'est Madame Pham Yavagat. Je suis auteure au sein de la structure de Red for Education et en ce moment, je représente la section de la République démocratique du Congo. Ok, super. Merci pour cette brève et brillante présentation. J'aimerais savoir, Madame Agathe, pourquoi refuser de considérer Internet comme un droit fondamental? Vous avez 3 minutes pour répondre à cette question. Merci. D'accord, merci. D'ailleurs, de prime abord, il est question de savoir c'est quoi un droit fondamental. Alors, les droits fondamentaux, nous dirons que c'est l'ensemble des droits qui sont primordiaux, qui sont inaliénables et puis qui sont universels. Ce sont des droits qui protègent la dignité humaine dans ces cas-là de plus sacrés. Nous avons notamment la vie, nous avons l'intégrité physique, nous avons cette liberté-là. Ce sont des droits qui ne dépendent d'aucune technologie et qui doivent être garantis à tout être humain, peu importe l'endroit où il se trouve. Alors, pour le compte de la RDC, nous respectons la sacralité de cette définition-là de droits fondamentaux. Et c'est pour ça que nous donnons notre réponse que l'accès à Internet ne peut pas et ne doit pas être un droit fondamental. Vouloir ériger cet outil de communication, peu importe sa performance, au même rang que le droit à la vie ou bien au même rang que le droit à l'intégrité physique ou bien à l'accès à l'eau est une erreur juridique. Et puis, c'est une injustice sociale. En Afrique, quand on prend notre exemple, notre continent, en Afrique, nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de vouloir gadgetiser en quelque sorte le droit de l'homme. On ne peut pas décréter un droit au virtuel, quand le droit au vital aussi n'est pas encore acquis. On ne construit pas le toit d'une maison avant d'en avoir eu à poser les fondations au préalable. Donc, je pense qu'en privilégiant les signaux Wi-Fi sous l'accès, par exemple, à l'électricité, l'accès à la santé, l'accès à l'intégrité physique, nous risquons de déconnecter nos lois de ce qui est même la sacralité humaine au regard de notre définition du droit fondamental. Merci.
Ok, je vous remercie également pour votre prise de parole et de votre argumentaire assez brillant. Et je reviens vers Monsieur Oscar. Je voulais savoir en quoi Internet peut-il réduire les inégalités sociales, éducatives ou économiques, étant donné que vous considérez le fait que on doit prendre en compte l'accès à Internet comme un droit fondamental. Merci. Vous avez 3 minutes pour répondre à cette question. Merci bien à vous, Madame Anissa. Je voudrais aussi remercier Madame Agathe qui a fait une très belle introduction dans ce sujet. Je pense qu'elle a abordé l'accès à Internet comme étant un facteur d'exclusion d'une partie des populations. Alors, est-ce que pour moi, en quoi est-ce que l'accès à l'Internet pourrait être un facteur d'équité sociale? Alors, pour moi, c'est l'Internet aujourd'hui, refuser l'accès à l'Internet revient à créer une forme d'exclusion. Au contraire, et contrairement à ce que Mme Maga disait, refuser l'accès à Internet aujourd'hui revient à créer une forme d'exclusion appelée fracture numérique. Vous voyez, dans de nombreux pays africains, les zones rurales restent marginalisées. Moins d'accès et des coûts élevés reconnaître Internet comme un droit fondamental. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, l'Internet est devenu aujourd'hui l'outil qui permet même de pouvoir bénéficier de tous ces droits qu'on appelle droits fondamentaux. Elle avait bien commencé en situant un peu le cadre des droits qu'on appelait les droits fondamentaux. Elle a parlé de la liberté d'expression, elle a parlé du droit à l'information, du droit à l'éducation. Tout ça, c'est bien, mais aujourd'hui, sans l'Internet, il est difficile d'accéder à ces droits. La preuve, aujourd'hui, nous sommes sur une plateforme à travers laquelle nous sommes en train de débattre des sujets assez importants. Mais c'est grâce à l'Internet. Imaginez-vous, si nous n'avions pas Internet, comment serions-nous en train de débattre aujourd'hui? Comment pourrions-nous accéder à des formations? D'ailleurs, je rappelle que grâce à Ready, j'ai pu accéder à DataCamp pour apprendre l'intelligence artificielle, voyez-vous. Donc là, ce droit à la formation, ce droit à l'information, ce droit à l'éducation, la participation à la vie démocratique, c'est grâce à l'informatique, grâce à l'Internet, voyez-vous. Donc, l'accès à l'Internet est un facteur fondamental des droits de l'homme. Et c'est en cela qu'il constitue un droit fondamental des humains. Voilà, c'est en ce sens que la Côte d'Ivoire soutient que l'accès à Internet doit être un droit fondamental. Merci. Ok, Monsieur Oscar. Avant de poser des questions de relance, j'irai encore vers Madame Agathe au lieu de poser la deuxième question. Madame Agathe, j'aimerais savoir, Internet est-il un besoin ou un privilège dans certains contextes? En ce qui concerne le cas de la RDC, est-ce que vous pouvez il y a des chiffres palpables, des pourcentages qui peuvent soutenir votre argumentaire par rapport à cet aspect-là? Merci. Oui, merci beaucoup pour la parole. Nous, la RDC, nous s'étonnons toujours par la négation que Internet ne peut pas être érigé comme droit fondamental. Au regard d'abord de différentes définitions que nous avons eu à aborder précédemment. En Afrique et aussi ici chez nous, la plupart de la population n'a pas accès à l'électricité. Alors, ériger Internet en droits fondamentaux, c'est créer un droit fantôme pour ceux qui sont dans le noir ou bien ceux qui résident dans des milieux reculés. Je peux donner un exemple, par exemple, d'un citoyen qui se retrouve dans un village au nord de la Côte d'Ivoire ou bien ici chez nous, à l'Équateur, au Kasaï, peu importe, n'a pas besoin d'un tweet, n'a pas besoin de Facebook, n'a pas besoin d'autre chose. Il a besoin d'une lampe pour étudier. Il a besoin d'un frigo pour conserver ses médicaments, par exemple. Donc, prétendre qu'Internet, c'est un droit fondamental, alors que l'énergie, qui est un aspect très vital pour l'avoir, est un luxe. Alors, c'est de l'hypocrisie en quelque sorte législative. Si Internet devient un droit fondamental, l'État sera donc légalement obligé de le financer. Cela veut dire quoi?
qu'il devra alors acheter, installer, en fait, acheter des provisions pour la fibre optique. Et devons-nous accepter que le budget de la santé soit amputé au détriment de l'installation du Wi-Fi, ou bien nous devons privilégier que le budget de l'État soit mis en compte pour la santé? En RDC, par exemple, le coût d'un kit de césarienne dans un hôpital est plus vital que la vitesse de téléchargement d'une vidéo sur Internet. Ainsi, faire d'Internet un droit fondamental serait de forcer nos gouvernements à sacrifier le vital pour le virtuel. Le droit fondamental en soi, il est immuable. Alors, la liberté est la même depuis des millénaires. Ça veut dire qu'il ne change pas. C'est un droit qui ne change pas. Par contre, avec Internet, ça change. Allô? Oui, allô? Oui, Madame Agathe, vous avez déjà dépassé les 3 minutes. Est-ce que vous pouvez rapidement conclure, s'il vous plaît? Oui, par contre, oui. Je disais, par contre, avec Internet, ça change. Avant, nous avions des télégraphes. Nous sommes passés de la 2G à 3G. Nous sommes passés de la 4G à 5G. Vous voyez? Va-t-on changer de constitution à chaque fois que l'Internet sera évolutif? Non. Alors, ainsi, Internet, c'est un moyen d'exercice de droit, comme par exemple la liberté d'expression. Mon contradicteur l'a dit, mais il n'est pas un droit en soi. Si on confond l'utile avec le droit, c'est enlever la sacralité même de la liberté humaine. Ok, mais merci pour votre intervention, Madame Agathe. Je vous reviens rapidement avec une question. C'est vrai que nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Il y a eu cette vidéo-là qui venait du fond de la RDC. Il y a des femmes, je pense qu'elles étaient des privées. Et elles ont toutes fait une vidéo qui est devenue virale où elles disaient toutes, c'est pas Ribarité, c'est roux. C'était une manière de souhaiter un joyeux anniversaire. Tout le monde en a ri sur les réseaux. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Et la question que je posais, c'était celle de savoir si Internet est un besoin ou un privilège dans certains contextes. Quand je prends par exemple le cas de ces pygmées-là qui se sont retrouvés à faire des vidéos assez rigolotes, pas sans sens, dans l'objectif de s'épanouir dans un certain sens, est-ce qu'à ce niveau, vous devez défendre absolument le fait qu'il y a certaines contrées au fin fond de la RDC qui n'a pas accès à Internet aujourd'hui et qui ne peut pas les capitaliser? Pour notre part, nous pensons que peu importe, c'est vrai que vous avez donné l'exemple de cette vidéo-là, peu importe qu'elle soit rigolo ou pas, comme je l'ai dit, c'est peut-être Internet, c'est juste un besoin. On ne peut pas le mettre comme étant un droit fondamental. Parce que pour qu'une chose soit un droit fondamental, cette chose doit remplir 3 conditions. Il doit être universel, il doit être inaliénable, et puis il doit être vital. On doit sentir qu'il y a une nécessité dans cette chose-là. Vous voyez? Ok, je pense que j'ai pris en compte votre point de vue. Et maintenant, je vais procéder à une question de relance. J'aimerais savoir, peut-on vraiment parler d'inclusion sociale aujourd'hui sans accès au numérique? Je vais vers Monsieur Oscar pour répondre à cette question, d'aller vers Madame Agathe. Merci. S'il vous plaît, Madame Anita, je n'ai pas bien saisi la question. Ok, je vous reviens. J'aimerais savoir, c'est une question de relance, j'aimerais savoir si on peut vraiment parler d'inclusion sociale aujourd'hui sans accès à Internet, sans accès au numérique. Ok, merci bien pour cette question. Est-ce que une zone qui n'a pas accès à l'Internet peut être considérée comme une zone inclusive qui bénéficie de tous ses droits? Voilà l'intérêt, voici la question. Vous voyez, tout à l'heure, Mme Agathe a pris de très beaux exemples. Elle a dit, quand vous allez dans une localité reculée, où il n'y a pas d'électricité, par exemple, où il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela,
La population de là-bas a des besoins prioritaires, selon ce qu'elle avait expliqué. Et parmi ces besoins prioritaires, l'Internet n'en ferait pas partie. Vous voyez, et je suis en partie d'accord avec elle. Et là où je ne suis pas d'accord avec elle, c'est que, justement, cette population est exclue parce qu'elle ne peut plus exercer son droit à l'information. Elle ne peut plus exercer son droit à l'éducation. Elle ne peut plus exercer son droit à la formation. Et c'est de cela que je parlais. Et donc, partant de là, je viens pour répondre à votre question en disant que l'Internet même, c'est la réponse à l'inclusion. Parce que quand vous avez accès à l'Internet, naturellement, vous avez accès au monde entier. Le monde entier vous ouvre ses portes, les portes dans tous les domaines, que ce soit au niveau politique, au niveau social, au niveau économique. Dans tous les domaines, vous avez accès à toutes les données. Vous avez accès aux connaissances fondamentales de la vie. Vous pouvez revendiquer naturellement vos droits parce que vous avez la possibilité. Mais comme vous n'avez pas accès à l'Internet, naturellement, vous êtes exclu. Est-ce que vous voyez? Donc, je pars de ces exemples pour lui dire, pour vous faire comprendre qu'en réalité, l'Internet vient pour consolider vos droits, vient pour vous permettre de jouir de vos droits. Vous voyez? Donc, le facteur d'inclusion, c'est l'accès à l'Internet. Merci. Ok, je vous remercie, Monsieur Oscar, pour cette belle prise de parole. Madame Agathe, je vous reviens. J'aimerais savoir si peut-on vraiment parler d'inclusion sociale aujourd'hui sans accès à Internet? Avant que je vous passe la parole, j'aimerais vous dire, euh, je prends un exemple au Cameroun. Il y a un jeune homme que je suivais sur les réseaux sociaux. C'était un basketteur amateur. Pendant longtemps, il postait ses vidéos où il s'entraîne tous les jours sous le soleil, sous la pluie. Et grâce à ces vidéos, il a été identifié par un recruteur dans un groupe américain. Est-ce que si vous estimez que dans cette zone à Bamenda, il n'y avait pas l'accès à Internet, est-ce qu'il aurait pu saisir cette opportunité? Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, de prime abord, je dirais d'abord que l'inclusion sociale, ce n'est pas mettre tout le monde sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et tous les restes. L'inclusion sociale, c'est s'assurer que personne n'est laissé au bord de la route. L'accès au numérique est une inclusion technologique. Vous voyez? Ce monsieur, le cas que vous m'avez donné, il a usé de l'accès au numérique pour qu'on essaie de le prendre, etc. Mais l'inclusion, parler de l'inclusion sociale, la vraie commence par l'accès à la justice, à la citoyenneté et aux besoins de base. Prétendre inclure socialement un citoyen en lui offrant une connexion, par exemple au Wi-Fi, alors qu'il n'a pas de carte d'identité, pas d'eau potable, pas de quoi lire, pour moi, c'est de la poudre dans les yeux. Vous voyez? L'inclusion ne se mesure pas au nombre de clics qu'on peut avoir sur, moi, je sais pas, les réseaux sociaux. Ça ne s'inclut pas au nombre de vues que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux, mais cette inclusion s'inscrit à la dignité retrouvée de ceux qui n'ont rien. Alors, pour la RDC, l'inclusion sociale est humaine. L'inclusion sociale ne se veut pas stagner au numérique. Ok, merci Madame Agathe pour votre prise de parole. Je vais juste vous revenir avec une dernière petite question. Je veux mieux comprendre votre point de vue par rapport à ça. J'aimerais savoir, étant donné que vous dites que vous estimez que l'accès à Internet n'est pas un droit fondamental, vous estimez que le droit à l'eau, le droit à l'électricité doit primer sur l'accès à Internet. J'aimerais savoir, vu que l'accès à Internet, c'est vrai qu'il y a une régulation étatique qui favorise l'installation Internet dans certaines zones. Maintenant, je prends en compte le fait que si Internet arrive dans certaines zones avant l'électricité ou bien l'accès à l'eau, si ça arrive dans un village, par exemple, où il n'y a pas encore d'électricité, on fonctionne à la lampe, et il n'y a pas encore d'eau potable courante, on fonctionne au puits, où on fonctionne à la rivière.
est-ce que dans ce cas-là, à ce niveau, on ne va pas considérer l'accès à Internet comme un droit fondamental qui a été octroyé en premier aux populations de cette zone-là? Ok, merci. Merci de la parole. Vous savez, même si, bon, si je prends votre exemple, vous dites que si on octroie dans un village, par exemple dans un milieu reculé, à ces populations-là, on donne accès à l'Internet, c'est ça. Vous allez me dire si je me trompe, hein? On donne l'accès à l'Internet, donc cette population-là de milieu reculé vit mieux et tout. Si on ne peut pas, la question c'est si on ne peut pas. Allô? On m'entend ou bien? Allô? Allô? Oui, Oui, je vous votre fais question bien. c'est... Oui, la question, vous dites que la question c'est quoi? Je demandais dans une zone reculée, puisque vous dites que l'accès à l'eau, à l'électricité Oui, doit primer par rapport à l'accès à Internet. oui, Je pose la question à savoir si l'accès à Internet arrive en premier dans une zone qui n'est ni électrifiée, qui n'a ni d'eau courante. Est-ce que vous n'estimez pas que dans l'accès à Internet peut être considéré comme un droit fondamental? Parce qu'à Internet, les populations de ces villages peuvent pousser oui, les autorités étatiques à venir vers eux pour résoudre leurs problèmes. Parce qu'ici au Cameroun, on a eu beaucoup de cas où il n'y avait pas de route. Il y a des villageois qui ont fait plusieurs vidéos à titre de sensibilisation pour éveiller les masses et éveiller les institutions étatiques. Je pense que vous avez bien reçu la question maintenant. oui. Ok, vous savez, peu importe, même si dans ces milieux reculés-là, ils ont accès à Internet, un droit fondamental ne peut pas être conditionné parce qu'on a eu à donner à un milieu reculé l'accès à l'Internet. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le droit fondamental, comme je l'ai dit, il doit apporter à tous, même celui qui n'a pas, par exemple, l'argent ou bien l'électricité, accès. Si on met dans ces milieux reculés, on se focalise juste sur ça. Est-ce qu'on a vérifié que sur toute l'étendue, tout le monde a accès à Internet? Vous voyez? Même si nous devenons un pays le plus riche et qu'on se dit, par exemple, que sur toute l'étendue de la terre ou bien du pays, tout le monde a accès à Internet, on ne peut pas le considérer comme un droit fondamental. Ça, on ne peut pas. C'est peut-être, oui, un outil, ça peut nous permettre certaines petites choses, mais le dire avec conviction s'il doit être un droit fondamental, ça non, parce qu'il doit réunir au préalable certains critères, chose que Internet ne fait pas. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que si je vous comprends bien, vous restez vraiment dans les critères d'éligibilité de l'accès à Internet à un droit fondamental. Exactement. Ok, super. Maintenant, je reviens au niveau de l'audience. J'ai vu Monsieur Kwasisia Ambroise. Vous avez une question? Non, j'ai pas de question, ça va. Je viens juste de vous prendre en marche, c'est tout. Ah, d'accord, parce que j'ai vu votre main et je me disais que vous avez une question. Est-ce qu'une autre personne dans l'audience a une question, s'il vous plaît? Ok, pas de question. D'accord. Je vais revenir vers Monsieur Oscar. J'ai une question à vous poser. Je voulais demander, un droit fondamental implique une obligation de l'État. Est-ce que vous estimez que les pays en développement actuellement en ont les moyens? Est-ce que vous estimez que les pays d'Afrique subsaharienne, vous estimez que la Côte d'Ivoire euh, a réellement les moyens d'implémenter tout ce que vous dites là? C'est la première question. Et la deuxième question, j'aimerais savoir si généralement vous représentez l'Assemblée nationale, si vous êtes un député à l'Assemblée nationale ou un sénateur au Sénat, comment est-ce que vous allez défendre cette loi-là? Quels sont les arguments que vous allez présenter de manière concrète
pour qu'on érige l'accès à Internet à un droit fondamental? Merci. Merci bien, Madame Anissa. Merci aussi à ma co-débattrice. Je pense que quand je défends, quand je dis que l'accès à l'Internet est un droit fondamental, je n'ignore pas certaines réalités, certains défis. Je sais, par exemple, les questions de cybersécurité, les questions de désinformation, de protection des données personnelles. Ce sont des réalités qui existent. Mais ces enjeux appellent une régulation intelligente et non restrictive à l'accès à Internet. Et reconnaître, pour moi, reconnaître Internet comme un droit fondamental, c'est engager les États à réduire la fracture numérique, investir dans les infrastructures et surtout à garantir un accès équitable, abordable et la sécurité pour tous. Les pays, chaque pays a ses réalités. Et tout à l'heure, elle disait, par exemple, que à quoi ça sert, par exemple, que certaines zones aient accès à l'Internet tandis que d'autres n'en ont pas, et considérer l'Internet comme étant un droit fondamental. Mais je peux aller sur cette base en disant, par exemple, que certaines localités n'ont pas accès à l'eau potable, d'autres en ont. Certaines localités n'ont pas droit à l'électricité, d'autres en ont. Est-ce pour autant qu'on peut dire que l'eau ne fait pas partie des besoins vitaux? Non. Ici, il est question de considérer la part de l'Internet dans l'expression ou dans la jouissance des droits fondamentaux. On avait cité quelques droits. On a dit droit à l'information, droit à l'éducation, droit à la citoyenneté, la participation à la démocratie. Tous ces droits qui sont fondamentaux sont aujourd'hui favorisés par l'Internet. Donc, on ne peut pas refuser cela à une communauté sous prétexte que l'Internet est un luxe. Non, l'Internet aujourd'hui, ce n'est pas un luxe. C'est plutôt un besoin nécessaire parce qu'il contribue à la satisfaction de tous ces droits qu'on appelle droits fondamentaux. Vous voyez, si je deviens aujourd'hui député de la Côte d'Ivoire, ben, j'ai tout intérêt à défendre que l'Internet soit un droit fondamental parce que c'est grâce à l'Internet aujourd'hui que nous avons accès au monde entier. On arrive aujourd'hui, on acquiert des informations, des connaissances en étant sur place. On n'a plus besoin de faire de longs voyages coûteux avant d'acquérir de la connaissance. Vous voyez? Donc, ça, c'est des choses vraiment élémentaires aujourd'hui grâce à l'Internet. Et l'Internet ne se résume pas à aller sur les réseaux sociaux, à patauger et à pavaner sur les réseaux sociaux. Non. L'Internet, c'est accès à la formation, les Google et tout ça, les moteurs de recherche. Vous voyez? Donc, il ne faudrait pas vraiment qu'on limite l'Internet aux réseaux sociaux. Merci. OK. Monsieur Oscar, je vous reviens. Vous avez dit qu'en tant que député, s'il est question que vous présentez un projet de loi pour qu'on érige l'accès à Internet un droit fondamental, j'aimerais revenir dessus. Quels sont les arguments que vous présentez de manière concrète? Genre, est-ce que vous pouvez nous présenter 3 arguments ou 2 arguments assez concrets et pertinents? Merci. OK. Merci. Merci pour cette question. Je pense que à l'entente de mon propos, même j'avais déjà fait comprendre ma position. Bon, je vais d'abord donner un argument juridique. L'Internet, pour moi, c'est le prolongement des droits fondamentaux existants. L'accès à l'Internet n'est pas un droit isolé en réalité. Il constitue aujourd'hui un outil indispensable à l'exercice d'autres droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression, le droit à l'information, le droit à l'éducation, la participation à la vie démocratique. Tous ces droits que je viens de citer, qui sont considérés comme des droits fondamentaux, le sont aujourd'hui parce que nous avons accès à certaines informations d'autres parties du monde. Nous voyons comment la liberté d'expression se pratique dans un pays et à partir de l'Internet, nous pouvons aussi revendiquer ce qui ne se fait pas chez nous. Est-ce que vous voyez? Si je prends aussi le volet éducatif, la condition d'égalité des chances. On parle d'égalité des chances au niveau de l'apprentissage. Mais l'Internet est devenu aujourd'hui un outil central d'apprentissage. L'accès aux cours en ligne, les bibliothèques numériques, les formations professionnelles. Je parlais tout à l'heure de l'exemple de DataCamp. J'ai pu avoir une bourse grâce à RED et j'ai pu accéder à cette plateforme-là pour apprendre l'informatique, pour apprendre l'intelligence artificielle. Vous voyez,
Donc, rien que pour ces deux arguments, vous comprenez déjà qu'un tel projet ne peut qu'être validé parce que ça Allô? donne... Oui, Oui, vous avez largement dépassé votre temps, Monsieur Oscar. Donc, je vais vous reprendre sur les deux principaux arguments que vous avez présentés. Si jamais vous êtes député à l'Assemblée nationale et il faut ériger l'accès à Internet comme un droit fondamental, voilà les deux arguments que vous allez présenter. tout Vous à fait. allez dire que l'accès à Internet est un prolongement des droits fondamentaux, autant pour moi, parce qu'il regroupe, il regroupe à la fois l'accès à l'éducation, l'accès aux opportunités et plein d'autres. Et Tout à, également, vous allez poser comme argument que vous allez ériger l'accès à Internet comme un droit fondamental parce que elle est catalyseur de l'égalité des chances. J'espère que je vous ai bien compris. exactement. Ok, c'est super. Avant de retourner vers Madame Marianne, je vais passer la parole à Monsieur Kwasi Siaka Ambroise qui a quelque chose à dire. Est-ce que vous êtes avec nous, Monsieur Kwasi? Oui, oui, je suis avec vous. Alors, désolé, sincèrement désolé, je viens d'arriver comme ça et j'ai constaté que vous étiez déjà en plein débat. Euh, j'ai écouté l'argument de Monsieur Jean-Ferdinand et je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il dit en fait. Aujourd'hui, une contrée qui n'a pas d'Internet est carrément coupée du monde. C'est-à-dire que cette contrée est toujours à l'état primitif. Donc, je pense qu'il est vraiment primordial qu'Internet soit accessible à tous. Mais en plus d'être accessible à tous, c'est un droit fondamental parce que grâce à Internet, on peut se former, comme il a si bien dit, il a pu se former en informatique. Moi, par exemple, grâce à Internet, je me forme. Grâce à Internet, aujourd'hui, on a l'opportunité de participer à ce match de débat, ce qui n'est pas du tout possible avant. Donc, je suis parfaitement d'accord avec M. Jean Ferdinand. Internet est aujourd'hui un droit fondamental et c'est vraiment obligatoire que tout le monde ait accès à ça pour pouvoir se former, s'informer et informer aussi les autres. Donc, c'était ça mon argument. Ok, je vous remercie pour votre brillante prise de parole, Monsieur Kwasi. Merci, tout a été clair et brillamment dit. J'aimerais savoir s'il y a une autre personne qui souhaite également, je vais dire quoi, renforcer l'argumentaire de Madame Agathe. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite prendre la parole par rapport à ça, s'il vous plaît? Ok, d'accord, il n'y a personne. Madame Agathe, je reviens vers vous. Depuis le début, depuis l'entame de vos propos, j'ai constaté que vous êtes clair sur les conditions d'éligibilité euh, d'un cadre à, à un droit fondamental. Je reviens vers vous en disant, est-ce que vous serez d'accord si on vous présente de manière palpable, euh, en fonction des critères que vous avez définis, l'accès à Internet comme un droit fondamental. Si une personne mène une étude et il trouve avec des éléments avérés et compte tenu des critères que vous avez évoqués, le fait que l'accès à Internet est un droit fondamental, que vous allez revenir sur votre point de vue. Non, je ne vais pas revenir sur mon point de vue. Pourquoi? D'abord parce que on l'a dit si bien. Pour qu'il soit appelé droit fondamental, il doit remplir certaines conditions. Donc, il doit appartenir premièrement à tous. Internet échoue parce que celui qui n'a pas d'argent ou n'a pas d'électricité ne peut pas accéder à Internet. Il doit être inaliénable. On ne peut pas les retirer. Internet échoue aussi. Pourquoi? Parce qu'on peut couper les signaux. Le forfait Internet peut s'épuiser. Donc, du coup, on n'a pas accès. Il doit être vital. Sans lui, sans ces droits fondamentaux-là, la dignité humaine est brisée. Internet échoue aussi dans ces cas. Parce qu'on peut vivre dignement sans Facebook, mais pas sans eau. Je ne sais pas si on se comprend. Un enfant a besoin d'un bon, n'a pas besoin d'une tablette. Un enfant a besoin d'un bon, d'un cahier et d'un maître qui a suffisamment mangé pour l'enseigner. Vous voyez?
Si je pars sur l'aspect, par exemple, culturel, agriculture, au point de l'agriculture, si je regarde nos routes, à quoi sert Internet, par exemple, pour les cas d'un fermier qui doit connaître les prix du maïs qui se trouve à Kinshasa s'il ne peut pas sortir son camion de la boue parce que la route est impraticable. Sur le plan de sécurité, nous voyons tous ce qui se passe à l'Est pour la paix. La priorité ici, c'est la sécurité physique. Des mamans qui sont, par exemple, dans nos champs, ce n'est pas d'avoir la 4G pour filmer leur détresse, ce n'est pas d'avoir si c'est la 5G parce qu'on s'est dit qu'on sera informé. Non. Pour parler d'un droit fondamental, il faut que ce droit puisse réunir certains critères. Or, Internet ne remplit pas ces critères-là. Et donc, c'est ça ma position par rapport à l'Internet. Internet, bon, donc Internet, on ne peut pas le mettre au même pied d'égalité que ce qui est droit fondamental. C'est pas ça, on se comprend. Parce que la vie, c'est la base. On ne décore pas une maison qui n'a pas de mur. On ne peut pas commencer à parler de droit fondamental en disant que Internet, absolument, c'est aussi un droit fondamental. Non. Ok, Madame Agathe, j'ai pris la peine de vous écouter, d'écouter votre argumentaire assez pertinent. Et la question que je vais vous poser, c'est la même que j'ai posée à Monsieur Oscar. Je vous demande de manière très brève, si aujourd'hui vous êtes député à l'Assemblée nationale ou bien sénatrice au Sénat pour la République démocratique du Congo, quels sont les arguments pertinents que vous allez présenter pour dire en fait que l'accès à Internet ne devrait pas être un droit fondamental? Quels sont les arguments pour contrer la loi selon laquelle l'accès à Internet doit être un droit fondamental? Deux arguments pertinents ou trois. OK. Je dirais ceci, consacrer Internet comme étant un droit fondamental, c'est commettre d'abord 3 erreurs. La première erreur serait d'abord une erreur juridique, parce qu'en confondant un simple outil technologique avec la sacralité même de l'être humain, c'est déjà biaisé l'essence même de ce qu'on dit droit fondamental. Ce serait une erreur économique, parce qu'en forçant nos États à financer des câbles de fibre optique, par exemple, au lieu que l'État se concentre sur le fait de construire des centres de santé, c'est aussi un exemple, serait déjà aller au-delà de ce qu'on appelle un droit fondamental. Ce serait une erreur sociale aussi, parce que en créant un droit qui ne profite qu'à une certaine minorité connectée au détriment d'une majorité qui est encore dans une obscurité. Ok, merci Madame Aga. Votre argumentaire a été très bien pris en compte. Je reviens vers Monsieur Kwasi. Vous avez levé votre main tout à l'heure. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou bien vous voulez renchérir? En réalité, sur les arguments bon, je n'ai pas retenu son nom, celle qui vient de parler tout de suite. Excusez-moi. En Madame fait, je la comprends. Madame, Agathe. d'accord, d'accord, donc Madame Agathe, excusez-moi. En fait, je la comprends très bien. Moi, j'aurais bien approuvé son argument, ses arguments, si on était par exemple en 1900 ou bien en 1990. Mais on parle aujourd'hui d'évolution, de mondialisation. Mais en fait, ce sont des termes qui ont leurs effets en fait. Aujourd'hui, les institutions internationales et autres reconnaissent, même si c'est pas tout à fait à 100%, parce que tout le monde ne reconnaît pas ça, parce que c'est pas partout, c'est payant et autres. Mais aujourd'hui, même les organisations internationales reconnaissent ça comme un vecteur de droit international. C'est pas
j'espère qu'on se comprend un peu. Ils reconnaissent ça comme un vecteur des droits fondamentaux, plutôt, mais quand même, on peut dire qu'il y a quelque chose qui est fait. Après, comme je l'ai dit tantôt, je comprends très bien Madame Agathe, mais son argument, j'aurais bien épousé son argument si on était dans les années 1900, mais aujourd'hui, franchement, c'est inéluctable. Franchement, il y a des pays comme la France, la Finlande plutôt, qui reconnaissent vraiment l'accès à Internet comme quelque chose de très important, comme quelque chose de fondamental. Peut-être qu'en Afrique, c'est pas encore trop ça, parce qu'on parle d'accès, de coûts et autres, mais je pense qu'avec le temps, c'est sincèrement en train d'être fait. Parce que sans Internet, imaginez aujourd'hui la Côte d'Ivoire ou le Congo sans Internet. Sincèrement, on sera toujours dans une même sphère. On n'avancera pas, on ne reculera pas. Même les agriculteurs ne pourront pas avoir de formation. Il y a des agriculteurs qui se forment grâce à Internet. Ils ne pourront pas avoir d'informations, de formation afin de pouvoir apporter plus de qualité dans leur production et autres. En fait, tout le monde a besoin d'Internet, tous les secteurs. Même, bon, je vais m'arrêter là, on m'a interpellé. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci pour votre prise de parole. J'aimerais savoir dans l'audience, est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite prendre la parole, qui souhaite renchérir par rapport à tout ce qui a été dit? Est-ce qu'on peut réagir? Oui, Madame Aga, vous pouvez renchérir. Pour le moment, personne ne suit la parole. Oui. Je voudrais réagir par rapport à ce que on vient de dire. Vous savez, il ne faudrait pas que nous puissions confondre, comme il a eu à dire là, l'accès à Internet et le droit fondamental. Parce que c'est là que réside le grand problème. Vous voyez? Internet, c'est un moyen d'exercice de droit. Il y a la liberté d'expression sur Internet. Mais il n'est pas un droit en soi. On ne peut pas confondre l'outil avec le droit. Je ne sais pas si on se comprend. Il dit qu'il aurait épousé l'idée, si nous étions dans les années 1600 ou 1900, moi je ne sais pas, par rapport à actuellement. Quand on parle de droit fondamental, on touche à ce qui est sacré. Or, Internet n'est pas sacré. Internet, c'est un service, un outil qui est formidable parce que ça nous aide, etc. Mais on ne peut pas changer la définition d'un droit fondamental parce qu'on est devenu, par exemple, un pays riche, qu'on soit en Afrique ou ailleurs, on ne le change pas. Les vitales restent les vitales et les virtuels restent un choix, pas une obligation constitutionnelle. Merci. Ok, merci Madame Agathe pour cette brillante présentation, cette brillante prise de parole. Monsieur Kwasi Ambroise, je vais vous revenir. Laissez-moi le temps de poser encore quelques questions de relance à nos différents panélistes. Merci. Je reviens vers Monsieur Oscar. Je voulais savoir si, comme vous êtes pour le fait que l'accès à Internet doit être considéré comme un droit fondamental, j'aimerais savoir qui doit garantir cet accès selon vous. Est-ce que c'est l'État, le privé ou ça doit être un partenariat parapublic? Merci. Merci. Merci, madame. Je pense que il n'y a pas ça fait partie de l'évolution de la société. Vous voyez un peu tout ce qu'on a cité comme droit. Le droit à l'éducation, le droit à la formation, le droit à la participation à la vie démocratique. Tous ces droits, en réalité, n'existaient pas. Ou peut-être existaient, mais dans l'informel. Jusqu'à ce qu'on arrive à la déclaration de façon formelle, la déclaration universelle, vous voyez. Parce que le monde évolue et en fonction de l'évolution du monde, il y a des droits qui s'ajoutent parce que ça fait partie des besoins intégrants de l'homme. C'est en cela justement que l'accès à l'Internet devient un droit fondamental. Tout à l'heure, Madame Agathe, je respecte,
sa position. Elle disait par exemple que dans une partie de la RDC, dans la partie Est, il y a une zone qui est actuellement en proie à la guerre et dont les populations souffrent. Mais justement, cette population est privée aujourd'hui de ses droits fondamentaux, tels que l'accès à l'éducation, l'accès à la formation, l'accès à l'information. Mais si cette population n'a pas accès même à la formation, on ne peut pas savoir ce qu'elle vit. Mais elle va davantage souffrir, elle va davantage rester comment dans l'ombre. Alors que si il y a l'accès à l'Internet, cette population peut revendiquer ses droits, peut publier des informations pour alerter le monde entier de la situation qu'elle vit. Mais si elle ne peut même pas avoir, elle ne peut pas partager sa souffrance, c'est encore plus compliqué. Vous voyez? Donc, il n'appartient pas à un État, à un individu d'imposer l'accès à l'Internet comme un droit, mais il y va de soi et de façon naturelle parce que ça fait partie des besoins intégrants de l'homme selon l'évolution du monde. Merci. Ok, Monsieur Oscar, merci pour cette belle prise de parole. Donc, si je comprends bien, vous estimez que personne ne doit garantir l'accès à Internet, c'est ça, ni l'État, ni le privé, ni un partenariat public-privé. Et si vous estimez que dans ce cas, qui est censé le faire? C'est tout le monde doit s'impliquer. Quelle est la conclusion claire que vous donnez par rapport à cette question? Exactement, exactement. On le sait tous, hein, mais quand on parle de développement, il y a d'abord les nations, les États, les chefs d'État et tout ça, qui ont le devoir d'impulser le développement. Mais chacun à son niveau est appelé à apporter sa contribution. C'est en cela que je dis qu'il n'y a pas une structure normalement désignée pour imposer ou pour impulser. Non, cela fait partie des facteurs de l'évolution de la société. Quand la société émerge, quand la société évolue, elle évolue avec certains besoins qui deviennent des droits fondamentaux. Est-ce que vous voyez? Donc, partant de ce fait-là, naturellement, l'accès à l'Internet, qui est aujourd'hui vulgarisé à travers le monde entier, ne peut pas être marginalisé. Ne peut pas être marginalisé parce que certaines zones n'en auraient pas. D'ailleurs, on souhaite que toutes les zones en aient. Voyez-vous? Donc, c'est d'abord les États, ensuite chaque personne qui fait partie de la société. Merci. Ok, je vous remercie, Monsieur Oscar. Merci, vos arguments sont pertinents, convaincants. Madame Agathe, je reviens vers vous avec une autre question de relance. J'aimerais savoir, étant donné que vous considérez que l'accès à Internet aujourd'hui ne peut être considéré comme un droit fondamental au regard du fait que, il ne remplit pas un certain nombre de conditions que vous avez citées, les conditions juridiques, économiques et sociales, j'aimerais savoir, en ce qui concerne la vie sans Internet, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vivre sans Internet est possible en 2026 en RDC? Merci. Allô, Madame Agathe, vous me suivez? Vous dites Allô, que est-ce la que vous avez vie compris ma question, s'il vous plaît? en RDC, ça bug un peu chez moi. Je n'ai pas compris. Ok, d'accord. Ok, je reviens sur ma question. Je disais ceci. Étant donné que vous considérez que l'accès à Internet ne peut être un droit fondamental, compte tenu du fait qu'il ne respecte ni les conditions que vous jugez juridiques, économiques et sociales, j'aimerais savoir si vous estimez qu'aujourd'hui, en 2026, il est possible de vivre sans Internet. Est-ce qu'un monde sans Internet aujourd'hui est viable? Oui, merci beaucoup.
Actuellement, on doit tout traduire sur Internet. Mais je vais venir toujours au sujet, vous voyez, parce que votre question, nous partons hors contexte de notre sujet. Je La vous question entends est de très savoir mal. si la... Je vous entends très mal. Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui, je vous entends, je vous entends. Ah, ok, ça va. Alors, j'ai dit ceci. Autre question, vous me posez la question de savoir si, à l'heure actuelle, nous pouvons vivre sans Internet en 2026. Comme je l'ai dit, hein, Internet, c'est un outil qui nous permet d'être connectés et tous les restes. Mais l'ériger en droit fondamental, ça, c'est autre chose. Parce que les débats actuellement d'aujourd'hui, vous nous posez la question pour savoir si l'accès à Internet devrait être un droit fondamental, oui ou non. Moi, j'ai dit dans mon argument que dire avec conviction que ça doit être un droit fondamental, c'est faux. Ce n'est pas bien pensé. Parce que nous allons désacraliser ce qui est même censé être un droit fondamental. On a parlé de l'accès à l'information, ce qui se passe ça et là et tout, Internet nous aide. Oui, nous sommes d'accord parce que c'est un outil technologique qui nous permet d'être informés. Mais on ne peut pas les consacrer comme étant un droit fondamental. Ça, c'est de l'utopie. Ok, Madame Agathe, je vous reviens très rapidement. Vous dites que la question posée est hors sujet. Je reviens pour me faire mieux comprendre. Est-ce que vous estimez que dans les années 1900, en Côte d'Ivoire, avec l'arrivée des colons, ou bien en RDC avec l'arrivée des colons, est-ce que l'accès à l'éducation à cette époque-là avait déjà été érigé comme un droit fondamental? À cette époque-là, l'accès à l'éducation n'avait pas encore été érigé comme un droit fondamental. Ok, d'accord. Je suis ravie par rapport à la question que vous venez de donner. Je vous pose cette question sans prendre parti. Je vous pose cette question dans l'optique de revenir sur le fait que euh, en posant un certain nombre de questions, c'est en fait pour essayer de comprendre comment vous soutenez votre argumentaire. Parce que c'est vrai que c'est le thème central, mais il y a des sous-questions qui permettent de comprendre le fondement de votre pensée. C'est pour ça qu'à la base, toutes ces questions sont posées. Donc, je vous remercie par rapport à votre prise de parole et je pense que vous restez catégorique sur votre réponse sur le fait que l'accès à Internet, même si vous avez dit il y a des études qui sont menées qui finalement cochent les critères que vous avez donnés, pour vous, l'accès à Internet reste, ne reste pas un droit fondamental en fait. Je pense que nous avons bien perçu votre argumentaire par rapport à vos différentes prises de parole. Je vois M. Kwasi Siaka qui a levé la main. Vous pouvez prendre la parole avant qu'on passe à une conclusion pour essayer de mettre fin au débat. Merci. Monsieur Kwasi Siaka, est-ce que vous êtes avec nous? Ah oui, oui, désolé, je suis là. Alors, bon, ce que je peux ajouter, en fait, c'est que toute chose est une question d'évolution. Et lorsqu'il y a évolution, cette évolution s'adapte euh, à l'environnement social, culturel et autres. Vous avez pris pour exemple l'éducation. Bien avant que les colons ne viennent en Afrique, l'éducation n'était pas encore reconnue comme un droit fondamental. Mais avec le temps, avec l'utilité, avec son utilité, avec les besoins du monde, de l'Afrique, de tout le monde, on a vu en fait qu'il était nécessaire de rendre
l'accès à l'éducation, de faire de l'accès à l'éducation, pardon, comme un droit fondamental. Et aujourd'hui, où on est aujourd'hui, c'est vraiment le cas d'Internet, en fait. Parce que, franchement, qu'est-ce qu'on pourra faire sans Internet aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourra faire? En plus d'être vecteur, comme je l'ai dit un peu, en plus d'être vecteur des droits fondamentaux, pardon, Internet aujourd'hui est en voie de devenir un droit fondamental. Je le dis, je le précise. Il est en droit de devenir un droit fondamental parce que, d'après la définition de Madame Agathe, quand on dit un droit fondamental, c'est-à-dire que ça doit vraiment prendre tout le monde en compte. On ne paye pas. Voilà, tout le monde peut jurer de ça, mais je vous assure qu'aujourd'hui, c'est en voie de devenir un droit fondamental. En plus d'être un vecteur des droits fondamentaux. Donc, c'est ce que je voulais dire. Pour moi, l'accès à Internet devrait être un droit fondamental au vu de tout ce que ça nous permet de faire, des vies que ça sauve, des personnes que ça instruit, plein de choses. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci Monsieur Kwasi pour votre brillante contribution. Elle a été bien prise en compte. Merci pour vos différentes interventions. Avant que je donne la parole aux différents panélistes, est-ce que dans l'audience, il y a une question, s'il vous plaît? Madame Agathe renchérit dans le chat. Elle demande en quoi Internet sauve des vies. Monsieur Kwasi, est-ce que vous pouvez avoir une réponse à cette question? Monsieur, ok, Monsieur Oscar, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, merci bien. Je pense qu'elle vient de poser là une très belle question. Madame Agathe, qui est ma co-débattrice, me pose la question de savoir en quoi est-ce que l'Internet peut sauver une vie. Alors, je voudrais lui ramener une image. Je disais que tout ce que vous voyez comme droit ne l'était pas par le passé. Mais c'est avec l'évolution que ces droits ont été considérés comme droits fondamentaux parce que ça faisait partie des besoins intégrants de l'homme. Et c'est pareil aujourd'hui avec l'Internet. Alors, l'Internet sauve des vies, de nombreuses vies aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la télémédecine. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Aujourd'hui, on peut solliciter l'expertise d'un médecin américain à travers la télémédecine qui peut, depuis des milliers de kilomètres, sauver des vies de l'autre côté. Quand il y a eu l'histoire de la pandémie de COVID-19, et les vaccins qui ont été faits, l'information a circulé et de partout pour qu'on puisse avoir toutes les informations relatives aux mesures de protection et tout ça. Ça a été grâce à l'Internet. Donc, l'Internet, ça sauve de nombreuses vies aujourd'hui. Voilà ce que je voulais répondre pour ne pas être trop long sur cette question. Ok, merci Monsieur Oscar pour votre prise de parole. Avant de conclure, j'aimerais passer la parole à Madame Agathe. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de conclusion avant que je fasse la conclusion générale par rapport au sujet abordé aujourd'hui? Madame Agathe, vous avez la parole. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors moi, je dirais tout simplement que la dignité humaine ne se télécharge pas. Un droit qui dépend d'un forfait Internet, qui dépend d'une batterie chargée, n'est pas un droit. C'est un produit de consommation en soi. Nos priorités ne doivent pas être dictées par des grandes entreprises étrangères. Ne laissons pas les écrans, ne laissons pas tout ce que nous avons autour de nous nous aveugler, parce que le progrès, ce n'est pas d'avoir une 4G, ce n'est pas d'avoir une 5G, ce n'est pas de voir l'évolution en fait de l'Internet dans un village qui manque de tout. Mais par contre, le progrès, c'est d'abord la lumière, c'est d'abord de l'eau, c'est la santé, accès à des choses qui sont vitales pour l'être humain. Et pour nous, la RDC, nous maintenons qu'il faut protéger les vitales avant les virtuels. Merci. Je vous remercie pour cette excellente conclusion, Madame Agathe. Merci. Votre contribution tout au long de ce débat a été des plus pertinentes et des plus brillantes. Merci.
Monsieur Oscar, vous avez la parole avant la conclusion générale. Qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport à tous vos propos? Merci. Merci à vous et merci aussi à Madame Agathe pour ta belle prise de parole. Alors, je ne vais pas être trop long. Je pense que pour tout ce qui a été dit en ce qui concerne les avantages que l'accès à Internet nous offre aujourd'hui, je l'ai dit que si on a même la possibilité de jouir de nos droits fondamentaux, c'est bien grâce à l'Internet parce que c'est aujourd'hui grâce à l'Internet qu'on peut avoir accès à l'éducation, accès à la liberté d'expression. On peut avoir le droit à l'information, le droit à l'éducation, la participation à la vie démocratique. Il y a tellement de raisons qu'on ne peut pas ne pas considérer l'accès à l'Internet aujourd'hui comme étant un droit. Pour moi, et je le dis en termes de conclusion, affirmer que, moi je l'affirme, hein, j'affirme qu'un individu qui n'a pas accès à Internet, ce jour où nous sommes là, c'est vraiment un individu qui est privé d'opportunités essentielles. Donc, pour moi, faire de l'accès à Internet, c'est un droit, c'est faire un droit fondamental. C'est choisir l'inclusion, le progrès et surtout la dignité humaine. Voilà ce que je voulais dire pour conclure. Merci à tous. Je vous remercie, chers panélistes. Merci pour vos brillantes contributions. J'aimerais savoir, avant de conclure, est-ce que dans l'audience, il y a une personne qui souhaite prendre la parole, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une dernière prise de parole dans l'audience? Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite s'exprimer par rapport à tout ce qui a été dit? Oui, Monsieur Kwasi Siaka, rapidement, faites une brève conclusion, s'il vous plaît. Merci. Ok, rapidement, je suis très heureux de prendre part à ce match de débat. Sincèrement dit, c'est la première fois que je prends part à ce genre de choses. Je ne savais pas que ça existait sur la plateforme et j'ai vraiment beaucoup appris de la part de Madame Agathe comme de la part de Monsieur Jean-Ferdinand. Je pense que ce sont des informations. Ce débat va beaucoup m'aider à l'avenir. Donc, merci beaucoup. C'était juste pour ça. Ok, merci Monsieur Kwasi, merci pour votre prise de parole, merci pour vos différentes idées, merci à vous, Madame Agathe, merci Monsieur Oscar. Je vais conclure très rapidement. Je dirais que nous arrivons au terme de ce débat qui a été assez intense, riche et profondément éclairant parce que les arguments ont été assez percutants, assez élaborés. Ce soir, nous avons eu deux visions qui se sont confrontées avec une très grande conviction. Nous avons eu une défendant l'idée d'un Internet comme un droit fondamental, l'argument principal défendu par M. Oscar, et l'autre appelant à la prudence face aux réalités, aux enjeux qu'une telle reconnaissance implique, parce que Mme Agathe a été très claire. Pour elle, un droit fondamental doit remplir un certain nombre de critères. Il doit être vital, aliénable, appartenir à tous. Et M. Oscar a dit, pour lui, l'accès à Internet devait être un droit fondamental parce que il est un prolongement des droits, parce que pour lui, de l'accès à Internet découlent plusieurs autres droits, notamment le droit à l'éducation, le droit à la santé. Il a pris l'exemple d'un patient qui peut se faire suivre par un médecin à Washington et lui vit à Libreville. Il a donné comme argument le fait que l'accès à Internet doit être considéré comme un droit fondamental parce que il est un catalyseur de l'égalité des chances. Donc, à ce titre, je pense que ce débat nous rappelle une chose essentielle. Internet n'est plus neutre dans nos sociétés. Il influence, il connecte, il transforme. Mais il questionne aussi, parce qu'on se retrouve face à ce débat aujourd'hui. Tout le monde n'est pas d'accord. Ça veut dire que quelque part, il y a des questions qui restent encore en suspens. Entre nécessité sociale, capacité des États et enjeux de régulation, la réflexion reste encore bien ouverte. La question n'est plus seulement faut-il,
mais la question est comment le faire de manière équitable, juridico-responsable et durable. Je tiens à remercier nos panélistes pour la qualité de leurs interventions. Merci au public pour votre attention, pour votre engagement. Là, je vais remercier vraiment Monsieur Kwasi, qui a été très réactif aujourd'hui et qui a apporté vraiment de belles idées à travers ces différentes interventions. À vos marques et à vos idées, le débat d'aujourd'hui tire à sa fin. Ne nous quittez surtout pas parce qu'il sera question pour nous d'aller en backstage pour essayer de faire un jugement équitable par rapport au débat percutant, au débat intense et au débat très, très, très intelligent qui nous a été présenté aujourd'hui par nos différents panélistes. Merci à vous. Sifiwe. Hello, I'm here. Yes, Sifiwe, we can go on backstage to Okay, talk about the judgment. okay. We can stop recording, right? Yes, we can stop. Okay. Let me notify Good Luck to stop recording. Okay, it's fine. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ne quittez surtout pas, s'il vous plaît. Ne quittez surtout pas. On vous revient dans quelques minutes. Merci.